have the last presentation, which is going to be a performance by Dr. Angel Kinge from Bucknell College. She is a professor of French and Francophone Studies and the director of Bucknell France. And we have Dr. Belou Ronda, Associate Professor of the Health Policy and Administration at Penn State University. So their presentation is called Ecology for the Spirit World. I'm going to give a synopsis of what they're going to be doing today. A Korean novel presentation of Venus of Halakanti by Angel Kinge, choreographed by Ronda Belou and Angel Kinge. So this performance will take us into the heart of the novel Venus of Halakanti, authored by Dr. Kinge, Professor of French and Francophone Studies. The work you will be seeing in a few minutes is a product of a collaboration between the School of Theater and Dance and the College of Health and Human Development at Penn State University. It was presented for the first time in State College in Pennsylvania this past February and at Bucknell University in April. And it will be presented in a longer version in France in October 2017. So you have a new cast and musician for this presentation, in addition of a pearl flute. So through the words of the text and related dance, they hope to bring to life the interconnectedness of mental, physical, and social health and well-being. Venus of Halakanti is a story of death and renewal, of tragedy and redemption, of love surviving in those whose hearts have been torn from them. It's above all a story of survival of the human spirit, thanks to the unbreakable bonds of women's friendship. Angel conveys this message through a style which is direct and arresting, yet subtle and intimate, and through images revealing that the generating power of the forest can be a resource for a bankrupt world. The sequence of 3 scenes will be interpreted for you tonight. In this first sequence, one of the 3 principal women of the novel, Assunta, did I call it right? Recalls the planting festival of her childhood, a time when you could not do anything without paying homage to nature's bounty and the pulse and impulse of the fertility of human beings and the earth together. The second sequence interprets the struggle between Assunta's mother and the specter of death that threatens to overwhelm her daughter. The third sequence takes us on a journey down the generative path through a life-giving and healing arboretum. The journey integrates us internally with one another and with the earth, with the world, and not even death can break those connections. So right after this, we'll have this cocktail. So we're welcoming Dr. Kinge and Dr. Belou to start the performance. Thank you so much. Son geste. Ce n'est qu'un enfant, se dit-elle. Qu'est-ce qui m'a pris? Pourquoi est-ce que j'essaie de tout résoudre avec mon corps? S'interrogea-t-elle en se recroquevillant. Et ses pensées la replongèrent dans les soirées de son enfance, ces soirées où les adultes, la mine grave, tenaient de longs conciliabule et où les femmes éloignaient les enfants comme s'il se tramait quelque chose d'inquiétant.
d'igname, de manioc, de plantain, de fèves, de cacao, bref, de tout ce qui se cultivait dans les champs de Calacanti. Les hommes remplirent leurs gourdes de leur meilleur vin de palme. Ils se préparaient donc ainsi un repas de fête, un véritable festin pour les esprits de la forêt. Il importait d'implorer la clémence de la nature juste avant le début des semailles, mais surtout célébrer l'union entre la forêt et ses habitants, cette union sanctifiée par les dieux depuis des temps immémoriaux. Le père d'Assunta, le gardien des masques et le dépositaire des mannes des ancêtres, partit le premier dans la forêt pour s'entretenir avec les génies, maîtres des lieux, pour leur annoncer la venue prochaine des visiteurs. La forêt enfin reput, satisfaite de la générosité de ses habitants, lui renvoya en son tour des êtres masqués, les seuls êtres capables de déchiffrer son langage complexe, les seuls à avoir ou à pouvoir appeler aux membres de la communauté les vertus inégalables des arbres de la forêt. Chacun de ces êtres enchanteurs annonça son arrivée par un son qui lui était propre. Leur costume de fibres végétales, leur tam-tam provenait de l'arbre dont ils étaient le porte-parole, le symbole. Par son appartenance et sa résonance, chaque arbre entrait ainsi en communication intime avec les habitants de Calacanti. Puis les êtres masqués se réunirent en cercle au centre du village et se lancèrent dans un concert envoûtant qui évoquait tour à tour les grondements du tonnerre, le crépitement de feu dans les bois, le rugissement des fauves, le rythme des roues bêchant la terre et même parfois le tintement de la pluie sur les toits de tôle. Ils interprétèrent avec fidélité tous les rythmes enfouis dans les tréfonds du village. Assunta revoyait les visages des autres enfants qui se tenaient eux aussi serrés contre leur mère. On lisait sur ces visages enfantins le même émoi, le même émerveillement, la même peur. Elle revoyait le visage de Clarisse, sa cousine maternelle, cette petite citadine dont l'audace la surprenait toujours. Elle était là, trépignant d'impatience, prête à se plonger au cœur de la fête. Elle avait déjà réussi à se faufiler parmi les hommes qui occupaient les premiers rangs. Contrairement aux autres petits, elle absorbait tout ce qui se passait autour d'elle avec une attention vigilante, les yeux brillants, ses petites mains martelaient le son du tam-tam. Elle se serait jointe aux êtres masqués si un bras vigoureux ne l'eût pas retenue. Plusieurs adultes furent surpris par son sens du rythme. Elle se mouvait comme eux, elle dansait avec eux, comme si déjà elle avait des secrets à communiquer à la terre. Il absorbait cette musique que les êtres masqués extirpaient de leur boîte magique, cette musique captivante qu'ils n'avaient jamais entendue jusqu'alors et qui les emportait tous. On pouvait entendre la nature se déchaîner et se calmer à la fois. Les sons s'éloignaient, puis revenaient. Brusquement, un silence angoissant envahit la nature.
envahi la nuit, et juste au moment où on avait l'impression que les musiciens de l'Invisible s'étaient retirés, les grondements des tam-tams repartirent encore plus fort que jamais, jusqu'à se confondre avec les battements de leur cœur. Hommes, femmes, enfants, tous se mirent à danser. Non pas une danse de joie et d'allégresse comme à l'accoutumée lors des fêtes, mais plutôt une danse lente, sobre, interpellatrice, révélatrice. Il dansait comme une fiancée séduite, comme une amante répondant aux appels pressants de son bien-aimé. D'abord, avec un mouvement à peine perceptible des hanches, de petits déhanchements rotatifs à partir desquels il semblait dessiner le cercle de la vie, comme pour échauffer cette partie du corps porteuse d'humanité. Puis il martelait le sol en suivant le rythme des tam-tams qui, eux, avaient déjà épousé celui de leur cœur. Et l'on entendait la terre se réveiller sous ces centaines de pas qui la pressaient. Et on entendait la terre geindre, surssurer, se tendre, se donner, s'offrir, se livrer à ces caresses rythmées de désirs immémoriaux. Relégués à l'inexistence, répondaient en une danse joyeuse aux appels des dieux de la forêt. Tard dans la nuit, les êtres masqués, ces masses végétales se rendirent solennellement chez les affligés à qui ils allaient prodiguer leurs soins. Au petit matin, ils regagnèrent la forêt sous la clameur reconnaissante du village entier. Assunta ne comprenait pas tout ce qui se passait. Sa mère lui dit simplement que les récoltes allaient être bonnes, que tel oncle avait reçu le bon traitement pour sa maladie, qu'il irait bientôt mieux, mais surtout que l'harmonie des cœurs et des corps était accomplie. Cet événement avait transfiguré à tout jamais Assunta et ses compagnes de jeu, et chaque année elle attendait cette cérémonie avec impatience. La forêt ne l'avait plus jamais quittée, même si ce rite des sémailles ne se pratiquait plus guère dans le village.
Malgré son air jovial et sa convivialité, Assunta était au fond quelqu'un de très secret et très solitaire. En dehors de Cassia et de Bella, peu de gens au village la connaissaient vraiment, alors qu'elle parlait à tout le monde, avait un mot gentil pour chacun, et en bonne commerçante, un sourire et un mot flatteur pour chaque client. Pourtant, elle dépérissait à vue d'œil. Elle passait des journées entières au lit, secouée par des quintes de toux et divers autres mots dont elle parlait peu. Dès qu'elle commençait à faiblir, elle repartait pour la capitale. Elle aimait à dire en riant à Bella qu'elle partait en cure de grossissement. Mais Bella avait fini par comprendre que si elle partait si souvent, c'était pour ne pas faire jaser les gens, pour éviter que les gens ne fuient le chantier forestier, ce chantier qui était devenu sa vie, sa seconde peau. Elle était prête à tout pour préserver le seul endroit qui lui apportait un peu de dignité. Me souvenir, se dit Assunta, revivre, me replonger dans ces nuits où renaissaient les espoirs que nous avions tous enfouis au fond de nos âmes. Revivre ces soirées où la terre nous accueillait comme sa progéniture. Elle réentendait les sons singuliers et mélodieux de ces nuits de rêve. Elle revoyait sa mère, courbée sur des malades, qui, telles des ombres émaciées, hantaient leur maison. Elle la revit, leur administrant ce bain à l'étuvée qui guérissait des sortilèges les plus puissants. Elle la revit, mélangeant écorce, sève, feuilles, branches, tout ce qu'elle pouvait tirer du corps d'un arbre pour en extraire des potions salvatrices. Mère, fit-elle, tends-moi la main, tends-moi ta main protectrice, tends-moi cette main baignée bienfaisante que tu as héritée des ancêtres. Conjure pour moi tous les maîtres guérisseurs de l'au-delà. Éloigne de mon corps cette ombre qui l'assiège. Baigne-moi dans les eaux célestes. Rapproche-moi de toi. Attise les flammes mourantes des feux de mon corps. Mère, mère, implora-t-elle. Son corps s'allégea encore. Elle et sa mère veillèrent plusieurs nuits durant cette jeune femme de Kalakandi dont le corps reflétait une lumière incandescente à la manière de ces chapelets qui brillent dans le noir. Dans la pièce envahie par les ténèbres, le seul point éclairé était ce lit sur lequel gisait une femme, le corps illuminé. Soudain, elles entendirent le tintement des choris dont les danseurs entouraient leurs pieds et les battements réguliers des calebasses. Assunta était au centre d'un vaste cercle lumineux. Elle était assise, le visage crispé de douleur, les yeux brillants de fièvre. Sa mère, son sceptre guérisseur à la main, entourée de ses sœurs de combat, lui faisait face. Ensemble, elles prononçaient des paroles incantatoires, elles plaidaient auprès des ancêtres, elles imploraient leur pitié. C'était un appel prématuré qu'ils avaient lancé à sa fille. Ils s'étaient trompés de porte. Elle brandissait son cercle vers le ciel.
Son corps entra dans une transe foudroyante. Les flèches des adversaires étaient imparables, mais son corps de guérisseuse avertie sut parer les coups. Elle en enchaîna quelques-uns, elle aussi. Le duel dura longtemps. Elle brandissait son sceptre vers le ciel, son corps entra dans une transe foudroyante. Les flèches des adversaires étaient imparables, mais son corps de guérisseuse avertit sut parer ses coups. Elle en enchaîna quelques-uns aussi. Le duel dura longtemps. Malgré les bons, malgré les cris, malgré les râles, malgré toutes les paroles et tous les gestes secrets de cette mère désespérée, l'oiseau de la mort, ce hibou funèbre, aux oreilles et aux yeux surdéveloppés, qui ne laissait jamais aucune chance à cette proie, restait accroché à son épaule. La guérisseuse se transformant alors en femme lion. Elle rugit, gronda, donna, sortit ses griffes pour éloigner cet autre lion qui l'attaquait, ce lion mangeur d'âmes. Mais l'oiseau de la mort était toujours là, accroché sur son épaule, la dévisageant de ses grands yeux placides et indifférents. La guérisseuse finit par s'effondrer, anéantie. Ses assistantes, ses sœurs, ce clan de femmes dont elle s'était entourée pour cette ultime cérémonie, la soulevèrent et elles s'enfoncèrent ensemble dans les brumes du petit matin. Elle n'avait pas osé regarder sa fille dans les yeux. Le corps d'Assunta était entré en transe subite. Elle fut prise d'une autre quinte de tout qui la secoua tout entière. Elle émit un râle, se cambra. Sa poitrine était en feu. 1000 lances et des milliers d'aiguilles s'enfonçaient dans ses reins. Quelqu'un lui tenait à la taille. Un étau encerclait son cou. Son corps était devenu un terrain de guerre entre des soldats visibles et invisibles. Un corps que des soldats visibles et invisibles prenaient d'assaut. Puis peu à peu, son corps se calma, sa respiration se fit plus régulière, elle se recroquevilla et s'endormit.
Le jardin de Clarisse devint le point d'attraction du centre. Elle pouvait se vanter d'y avoir reçu en visite spirituelle tous les hommes haut placés de la capitale. Elle avait fini par convaincre Bella de lui céder le grand champ d'Assunta. Bella avait hésité parce que leur ami était enterré. Fais-moi confiance, avait plaidé Clarisse. Assunta est ma sœur, je serai la dernière à vouloir souiller sa tombe. La transformation que subit ce lopin de terre en peu de temps laissa tout le monde pantois. Clarisse passait toutes les heures de la journée dans son jardin. Elle avait créé une allée bordée d'arbres qu'elle nommait le chemin nourricier. De chaque côté de ce chemin, elle avait replanté une des espèces d'arbres qui avaient été ravagées par les chauffeurs et leurs acolytes. Elle s'était ainsi chargée de redonner à la forêt les enfants qui lui avaient été arrachés. Je l'entends pleurer la nuit, disait-elle à Bella, et mon cœur saigne. Je n'en dors plus. Dès les premières lueurs du soleil, Clarisse était dans son sanctuaire, reconstituant ce petit coin d'univers avec l'acharnement d'un collectionneur de musées vandalisés. Chaque aïou, chaque azobé, chaque doucier, chaque sapélie avait son double. Elle les nommait avec révérence, appuyant chacune des syllabes avec délectation. Akaju, Iroko, Ilomba, Bubinga. Comme Clarisse aimait à l'expliquer aux visiteurs pendant leur promenade nourricière, c'est une question d'équilibre. Sous ce passage, nous recevons la même énergie de chaque côté. Nos yeux se régalent du même festin verdoyant. Dans leur symphonie silencieuse, les arbres dégagent une énergie qu'ils se renvoient comme une balle, et ce qui résulte de ce va-et-vient constant nous enveloppe, nous purifie. Respirez cette odeur végétale, ce parfum tutélaire et honorez la terre de nos aïeux. Dites-lui les mots qu'elle attend, dites-lui les mots qu'elle implore. Forêt, je me souviens, et que ces mots viennent du plus profond de votre âme. Ainsi, ces grands hommes, ces grands types qui avaient participé au déboisement des forêts et à l'avortement des villes, composaient des odes à la nature, faisaient leur mea culpa aux arbres, leur confiaient leur tracas et invoquaient leur protection. Clarisse, qui installait quelques bancs propices au repos, et ainsi naquit le point repos où elle achevait son sermon. Elle y implorait chacun de laisser la forêt réveiller en eux cet émerveillement primordial, pérenne, qu'ils avaient enfoui dans la vacuité de leur quotidien désinvolte. Laissez la forêt murmurer à vos oreilles les complaintes de vos ancêtres et l'angoisse, le désespoir de vos enfants dépossédés. Clarisse avait passé des heures à composer ces inscriptions dont elle était fière. À travers ces réflexions, elle voulait rappeler à ses clients le culte que leurs ancêtres vouaient à la nature et qu'eux-mêmes avaient oublié. Elle leur rappelait leurs actes blasphématoires envers la forêt, mais surtout la place que méritait cette forêt dans le cœur des hommes. Les arbres ne sont pas cruels. Et quoi qu'on vous dise, un homme s'appuie toujours sur un arbre. Prenez appui contre l'arbre, laissez vos ombres s'entremêler. Capoquier, protecteur, soutien, support du monde. Azobé, endurant pour son esprit de résistance et sa trame indestructible. Acajou, subtil pour sa finesse, pour son harmonie avec les couleurs de la terre. Roux-fruitier, régénérateur, arbre mille vertus, don des dieux aux femmes.
Okume Mantolé, ensemble des forêts. Ébène, royal, prince parmi les princes, le cœur de la terre, la couleur du commencement. Padoue, mélodieux, l'arbre aux mille sons. Au fond du champ, Clarisse décida d'établir une ceinture de protection. Autour de la tombe de sa cousine, elle commença par le plus vénérable de tous les arbres, l'arbre que même les jeunes gens rompus aux techniques modernes de la foresterie n'osaient abattre sans la permission et la bénédiction des anciens. Elle planta les cigans, ce bombinga qui incitait à la retenue, arbre mystique, berceau des ancêtres, il protégeait du courroux des esprits maléfiques. Puis pour célébrer toutes les maternités empêchées du monde, elle planta un élomba dont la sève nourricière et salvatrice purifiait le lait maternel et neutralisait toute morsure venimeuse. Elle planta encore le moabi orné de gros fruits, rond réceptacle, d'un jus qui chassait la mort. Elle fit un clin d'œil à sa copine d'enfance en mettant côte à côte un bosset clair dont l'écorce guérissait des maladies qui, dit-on, affectaient les zones de l'amour, et un sangomo tonifiant viril, nectar des étalons. Au milieu du champ, elle fit une place centrale au tali, l'arbre de la transe et de l'audace, et à l'évoca dont une seule goutte neutralise l'impossibilité des illusions. Enfin, à l'entrée de son royaume, elle installa l'arbre de la vérité. Arbre aux fleurs d'un rouge orangé, dont un seul bourgeon faisait émerger les secrets enfouis au plus profond de soi. Face à la tombe d'Assunta, elle planta le wenge, ce bel arbre ornemental aux fleurs violettes qui se flagelle 2 fois l'an, comme naguère les veuves de Calacanti, pour marquer le dénuement que causait la mort d'un amant. Elle prit grand soin de cet arbre qui faisait son deuil en saison de pluie. Elle l'appela l'arbre de la vie et de la mort. C'était l'arbre que les plus corrompus parmi ses clients devaient embrasser intensément. Clarisse se sentait protégée dans sa forêt. Son cœur s'embrasait. Son âme se déployait. Clarisse était convaincue que désormais, Assunta était délivrée de la sentence de ses ancêtres. Elle était partout, voguant lumineuse, à l'ombre des arbustes lobés parfois entre les épiconias rouges vifs et les tiges de gingembre mordorées. Chaque espèce avait son sens et sa place dans ce petit univers.
l'univers botanique que Clarisse avait créé. Chaque espèce réfléchissait les 1000 expressions contradictoires de toute l'humanité.